Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette première conférence. On est très heureux d'être là. On a un line-up de speakers assez varié. Donc moi je suis Jean-Julien Couturier, je suis avec mes deux collègues Clément et Louise. On est chercheurs dans un laboratoire de recherche qui est situé à l'IRCAM à côté de Beaubourg, dans le 4e, traverser la Seine, on ne vient pas de très loin. Moi, je suis plutôt de background informatique. Clément, si je caricature un petit peu, est musicologue et Louise vient de la psychologie cognitive. Donc, vous avez aussi trois disciplines scientifiques, de recherche scientifique, qui sont mises en commun pour parler de musique. On a la chance d'avoir deux extraordinaires musiciens avec nous ce soir, dont on parlera un tout petit peu plus tard. Mais donc, Louis à la trompette et Gianni à la guitare, qui vont se prêter au jeu à tous les sens du terme, je crois. On a une vraie expérience à vous faire ce soir. C'est une conférence expérimentale, on va faire un vrai truc, il y a toutes les chances de ne pas marcher d'ailleurs, mais c'est un peu l'intérêt de la science. Vous avez des questionnaires, je ne sais pas si on y reviendra un petit peu plus tard. Clément va vous expliquer comment ça se passe, mais avant je voulais vous donner peut-être 10 minutes de contexte un petit peu sur quelle est la question scientifique qu'on se pose et comment on se la pose. En fait, l'idée qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est que la musique, c'est une affaire de collectif. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on peut jouer du piano tout seul dans sa chambre, mais fondamentalement, si on regarde les activités humaines musicales, à la fois aujourd'hui, à la fois à travers les âges, à la fois chez nous, à la fois dans toutes les cultures, la musique, c'est une affaire de groupe. Et il y a vraiment une multitude d'usages qu'on pourrait appeler vraiment sociaux de la musique. C'est-à-dire, dans la société, la musique, à chaque fois, est le fait de plusieurs dans de multiples choses. Alors, ça peut être un groupe très restreint, une manifestation sans doute très ancienne de la musique, qui est peut-être aussi la plus belle, c'est la conteuse du parent à son enfant. Ça, c'est de la musique, c'est pas du langage, c'est pas de la parole, on parle d'une chanson. Et clairement, ce qui est en jeu là, c'est une relation sociale, c'est une relation d'attachement entre un parent et un enfant, c'est éveiller l'enfant au monde. On est vraiment dans le lien entre deux personnes. C'est pas du tout la mère chante parce qu'elle aime bien chanter, il se trouve qu'il y a un bébé devant elle. On chante à quelqu'un. Une autre relation à deux en musique, qui est un peu presque une caricature, mais les caricatures sont intéressantes, c'est la sérénade, quoi. Le garçon qui joue de la guitare pour draguer, en fait. Et ça aussi, ça veut dire des choses. Dans beaucoup de sociétés, la musique, en tout cas la nôtre, est très souvent utilisée dans un rôle vraiment de rencontre, de communiquer. Voilà, il y a tous ces clichés qui sont là, qui montrent que c'est pas je joue de la guitare et il se trouve qu'il y a quelqu'un. C'est je joue de la guitare à quelqu'un. Et ça, c'est vrai à deux, mais c'est vrai puissance 30 000, j'en sais rien, combien il y a de monde à Woodstock, 100 000, peut-être 200 000. C'est-à-dire que c'est vraiment, à toutes les échelles, on a ce phénomène social de la musique. Là, j'étais un peu de 2 à 100 000. On a aussi, à la fois, dans les sociétés les plus traditionnelles et les plus, disons, comme la nôtre, je ne sais pas comment, occidentales. Ça, c'est des danses zoulous, on voit des danses, mais évidemment, il y a de la musique, on ne danse pas dans le silence. Il y a des chants, il y a des instruments traditionnels. Toutes les étapes de la vie sociale dans les cultures traditionnelles en Afrique sont marquées par la musique. Les rites de passage, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, dès qu'il se passe les saisons, tout ça est marqué par des fêtes, des cérémonies. Je ne suis pas du tout anthropologue et je n'ai jamais fait de terrain en Afrique, mais vous en serez aisément convaincus. Et il y a des gens qui ont... Quelqu'un comme Siméon Arom a dédié sa vie à étudier ce genre de choses. La musique est au cœur de ces sociétés-là. C'est une culture que je connais beaucoup mieux, moi, parce que je suis auvergnat. Ça existe chez nous, bien sûr, aussi. Là, c'est une vieille carte postale, c'est au Puy-en-Velay. La bourrée des conscrits. Les conscrits, c'est quoi? C'est tous les gens qui attrapent 18 ans dans l'année. C'est toute la promo du village qui devient... C'est un rite de passage à l'âge adulte, exactement. Et il y a des morceaux de musique, la bourrée des conscrits, qui sont écrits pour ça. C'est dire vraiment la place sociale de la musique. On ne fait pas de la musique tout seul parce que c'est beau, on fait de la musique pour dire quelque chose à un groupe. Et c'est vrai aussi dans les cultures traditionnelles, c'est vrai dans nos cultures occidentales. Ça, c'est des images connues de Beatlemania, I Love George, I Love Ringo, etc. L'engouement qu'il peut y avoir, par exemple, pour une classe d'âge, les adolescents, les jeunes adultes, à une certaine époque, pour un certain type de musique, veut dire quelque chose. On appartient, c'est notre musique, ça nous revendique en tant que groupe, on aime ça, on se sent ensemble et on le dit au reste du monde. Donc dès qu'on parle de groupe, il y a un enjeu de cohésion aussi. La musique est utilisée à un sens très primaire pour faire de la cohésion dans un groupe. Ça, vous connaissez un peu sans doute ces histoires de chants de travail, de work songs. Il y avait des illustrations dans le film des frères Cohen là, qui étaient assez géniales pour tous les fans du sud des États-Unis. On chante pour s'aider à casser des pierres quand on est au pénitencier de Parchman, etc.
choses qui ont été très bien documentées par des ethnomusicologues comme Alan Lomax ou quoi, on a des enregistrements de ça. Le chant, la cadence, la syncope surtout, nous permet à frapper tous en groupe du même élan, et peut-être moins se fatiguer, etc. Donc un effet d'optimisation de la cohésion de groupe, motrice presque, vraiment moteur entre nous. Ça, c'est un autre exemple. Le haka, j'aurais pu mettre des cultures traditionnelles, ça a été repris par les All Blacks. Là, c'est un effet de cohésion de groupe. Je communique à l'adversaire que sur la musique, on bouge tous ensemble comme un seul homme, qu'on est un adversaire formidable. Que quand on voit ça, on se dit « Ouh, là, je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire le match, en fait. » Parce que le groupe communique au groupe en face qu'en jouant ensemble, on sait se coordonner. Profondément, et il y a beaucoup de théories disons de pourquoi la musique a été, j'en parlerai dans un moment, beaucoup de scientifiques se disent qu'un des rôles principaux de la musique, en fait, est ça, c'est de renforcer la cohésion sociale. Dès qu'on parle de cohésion de groupe, ça veut dire qu'il y a un groupe et puis il y a les autres. Du coup, ça veut dire faire politique. Ça veut dire quelle est mon identité, l'affirmer au reste et potentiellement revendiquer, changer le statu quo. Là, c'est John Lennon et Yoko Ono, Give Peace a Chance. La musique a toujours été utilisée à des fins révolutionnaires, de changer, de faire passer des messages, de s'approprier un message dans un groupe, de l'opposer au reste du monde. Un exemple plus récent, c'est les Pussy Riot dans la Russie de Poutine. Quand on communique quelque chose, si en face le statu quo est plus dominant que vous, on a aussi de la répression. La musique a été l'objet de répression au cours des âges. Je vous balance plein de trucs là, d'indices en fait, pour juste vous dire que c'est pas juste des notes, c'est pas juste un truc qu'on fait parce que c'est beau. Ça, c'est une affiche de propagande nazie contre la musique nord-américaine, contre le jazz, qui sont des musiques de dégénérés, de tout ce qu'on veut. Il y a la même chose contre la musique klezmer, évidemment, toutes les traditions juives. Quand on veut s'opposer à une culture, on détruit les œuvres d'art, on détruit la musique. Ça veut dire quelque chose. Alors ça, c'est pas la propagande nazie, c'est aujourd'hui, c'est une campagne qui est faite aux États-Unis. 7-Eleven, c'est une sorte de supérette des États-Unis. Bien, depuis quelque temps, en Floride en particulier, pour éviter qu'il y ait des jeunes qui traînent devant le 7-Eleven toute la journée, les 7-Eleven mettent des enceintes et jouent de la musique classique, très fort. Parce que le jeune n'aime pas la musique classique, c'est connu. Donc en fait, l'objet musique classique, à jouer Debussy devant le truc, fait fuir les jeunes qui traînent devant le 7-Eleven. Et s'ils le font, et s'ils le font tous, c'est qu'il y a quelque chose là. Voilà, on fait bien d'en rire, je pense, mais ça veut dire qu'il y a un fait social très très fort. L'homme musicien est un individu collectif. On n'est pas musicien tout seul. Le fait de faire la musique depuis toujours, dans toutes les cultures, dans toutes les époques, est associé à la communication de quelque chose de social. En fait, c'est de ça dont on veut vous parler ce soir. Et l'intérêt pour ça, nous on fait beaucoup de recherches, on s'intéresse beaucoup à des questions biologiques. On peut avoir une approche un peu sociologique là-dessus, regardez tous ces trucs au cours des âges, au cours des cultures. On peut aussi avoir une approche biologique. 2 mots là-dessus. Une grande question biologique aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a inventé la musique? C'est une question qui paraît folle. Nous, on a ça, on en a plein de pédales devant nous. On ne se pose pas pourquoi on a inventé ça. Il faut savoir que, voilà, on retrouve des fossiles de flûtes en os qui datent de 40, 50 000 ans, quand on les date. Bon, 50 000 ans, c'est à peu près le même âge que la grotte Chauvet. C'est une époque où la nourriture n'est pas facile à trouver, où le groupe social d'hominide, qui était de 2-3 personnes avant, commence à s'épaissir, il y a des relations sociales à mettre en place. C'est pas la guerre du feu, le film, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a clairement une grosse pression de survie. On n'est pas dans le confort. Pourquoi est-ce que nos ancêtres, à moins 50 000 ans, ont pris 2 heures à tailler un bout d'os en faisant 5 trous pour faire une gamme pentatonique dedans? Ça, c'est pas une question de vie ou de mort. Pendant qu'on fait ça, on ne va pas chercher de la nourriture, on ne se chauffe pas. Vous voyez, il y a vraiment... C'est une question, en fait. À quoi ça sert? Parce que si ça ne sert à rien, on ne l'aurait pas fait. C'est dangereux. Pendant qu'on fait ça, on se fait manger par un lion, quoi. Donc, concrètement, à quoi ça sert? Et ça, c'est une réponse qu'on n'a pas. C'est d'ailleurs fascinant, hein. C'est des flûtes qui ont été retrouvées. Si on les prend, on joue, on sort une gamme pentatonique parfaite. Donc, il y a vraiment... C'est assez fabuleux, quand même, de se dire que nos relations musicales, elles existent depuis longtemps. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais ça, c'est Darwin. C'est une question que déjà Darwin, 1870, 75, il y a peut-être la date même, 90, pour la descente de l'homme, les origines de l'homme, posait cette question. Il y a littéralement dans les origines de l'homme, la musique est la capacité la plus mystérieuse de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il sait expliquer les tortues sur les Galapagos, les poissons, les trucs, les machins. La musique, je ne comprends pas pourquoi cette espèce animale, nous, a développé la musique. Et Darwin y va de plein d'hypothèses. Et en particulier, c'est un peu là où on veut en venir,
L'idée que sans doute, si on a inventé ce mode de communication, c'est que c'était utile pour faire groupe. C'est-à-dire peut-être à une époque où on n'avait pas forcément le langage articulé très compliqué de dire si tu vas chasser, moi pendant ce temps je vais entretenir le feu, comme ça quand tu ramèneras le truc je pourrai aller machin. Si j'ai pas forcément cette technologie cognitive de dire tu es le sujet, je suis le complément, je suis le verbe, etc. Peut-être qu'une sorte de pseudo-langage musical, ma flûte à 5 trous, ou mon chant, beaucoup plus probablement, permet de dire des choses. Permet de dire c'est moi le chef, c'est toi le chef, je suis d'accord, je suis pas d'accord, viens, je te berce, etc. Finalement, tous les comportements un peu archétypes qu'on a retrouvés au début. Donc c'est pas juste un fantasme, ce truc-là. Il y a des vraies questions théoriques qui sont de se dire peut-être la musique, on l'a inventée parce qu'elle permet de traduire des relations sociales qui sont utiles pour notre vie. Donc en fait, si aujourd'hui, en 2018, on veut poser cette question en termes modernes, se pose la question de est-ce que le son musical, est-ce que l'information musicale, le signal musical, on pourrait dire, comme un signal biologique, hein, la queue d'un paon qui se déploie, c'est un signal. Le paon envoie l'information qu'il a une très belle queue, qu'il a de bons gènes et qu'il faut s'accoupler avec lui, en fait. C'est ça, hein, c'est les mâles paons qui ont ça, ce qu'on appelle en biologie un signal. Le signal musical, ce qu'on envoie aux autres, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ce signal traduit de l'information sociale? Quand j'envoie de la musique, qu'est-ce que je dis avec ça? Et comment je le dis? Et surtout, comment vous le décodez? Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis en musique, ça ne sert à rien de le faire. Et ça, en fait, on se rend compte que on n'a pas vraiment de réponse. On sait le faire sans doute, parce qu'on savait le faire il y a longtemps, et on voit tous ces comportements qui prouvent qu'il y a un substrat à ça. Mais on ne connaît pas bien les mécanismes, on ne sait pas très bien concrètement, est-ce que c'est do, do dièse, comment on met le truc avant le machin, pour que je dise c'est moi le chef, ou ce genre de choses. Donc très très littéralement, c'est ça qu'on veut faire avec vous ce soir. Je te passe la main là en fait. Tac. Merci. Donc ouais, c'est cette expérience qu'on va tenter, j'ai bien tenté de faire ce soir, avec Louis Laurin, qui est trompettiste, membre du Umlaut Big Band, de Dior Stapler, un quartet italo-germano-français, comme ça. Voilà, improvisateur, jazzman émérite. Et puis Gianni Caserotto, qui est professeur assistant au Conservatoire national supérieur de Paris, de guitare, aussi improvisateur dans les musiques contemporaines, expérimentales, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle le Cabaret Contemporain. Tous deux font aussi partie d'un orchestre d'improvisation qui s'appelle l'ONSEM, que vous pouvez entendre régulièrement à Paris. Et c'est à travers cet orchestre d'ailleurs que j'ai fait leur connaissance. Et donc je vous remercie encore d'être venu ce soir pour faire cette expérience en direct. Ça va être une sorte de petit jeu de rôle, en fait, ce à quoi vous allez assister. Chacun des deux musiciens, à tour de rôle, va être chargé d'incarner ou d'exprimer une attitude sociale parmi 6, que je vais détailler dans un instant. Donc, par exemple, c'est Louis qui va commencer. Il va tirer dans le petit verre qui est à côté de lui un petit bout de papier. Il aura une sorte de consigne dessus, qui va être une attitude. Je vais les détailler dans un instant, mais par exemple, être dominant. Ok. Ils vont faire une improvisation tous les deux, d'une trentaine de secondes, quarantaine de secondes. Et à la fin de l'improvisation, à la fois Gianni et vous devrez essayer de deviner quelle avait été l'attitude exprimée par Louis. Ok, fin de la première improvisation, on fait une deuxième improvisation. Cette fois-ci, c'est Gianni qui aura à... pardon, je suis passé trop vite. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est Gianni qui aura à exprimer une attitude. Pareil, une deuxième improvisation de 30-40 secondes, assez court à chaque fois parce qu'on va en faire 20, très courte. Louis aura à décoder, deviner à son avis quelle était l'attitude qu'exprimait Gianni, et vous aussi, pendant ce temps-là, vous aurez à essayer de deviner quelle était l'attitude exprimée par Gianni. Ok ? Alors, maintenant, toute la question, c'est d'essayer de rentrer dans le détail de quelles sont les attitudes que vous allez avoir, que les musiciens, déjà, d'une part, vont avoir à exprimer à tour de rôle, et que vous allez avoir à essayer de deviner à l'issue de chacune de ces improvisations. Alors ça, c'est un modèle théorique assez conventionnel pour décrire l'espace des relations sociales entre les individus, entre les groupes. Vous voyez, il y a deux axes. Un premier axe, l'axe horizontal, qui a à voir, on appelle l'axe de l'affiliation, qui a à voir avec
le degré d'inclusion qu'on veut avoir avec l'autre. Est-ce que je me sens très proche de l'autre? Est-ce que je fais partie du même groupe que lui? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens très loin de lui, je me sens appartenir à un groupe très différent de lui? Donc ça, c'est un premier axe. Et un deuxième axe qui a à voir avec la nature de la relation hiérarchique qui existe entre nous. Est-ce que je suis plutôt son supérieur? Est-ce que je suis plutôt son subordonné? Quand on combine ces deux axes, en gros, si je ne me trompe pas, voilà, on obtient 6 attitudes différentes que je vais vous présenter un peu didactiquement à tour de rôle. C'est important. Pour les musiciens, c'est en quelque sorte la partition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir chacune de ces attitudes à exprimer. Et puis pour nous tous, c'est important de bien rentrer dans le détail de la sémantique de ces attitudes pour bien être au clair sur qu'est-ce qui est en jeu dans ces différentes séquences musicales que vous allez entendre. Alors on commence par autoritaire. Donc c'est ça, le texte qui s'affiche là à l'écran, c'est le texte qu'auront les musiciens. Hein. C'est le texte qu'ont eu les musiciens avant de préparer cette conférence. Alors autoritaire, ça veut dire quoi? Enfin, c'est une définition qu'on propose. Vous savez ce qui est bon pour l'autre et vous essayez de le guider dans cette direction d'une main ferme mais bienveillante. Donc c'est à la fois quelque chose avec une hiérarchie supérieure, mais où on essaye d'inclure l'autre avec soi. On n'essaye pas de l'exclure, au contraire, on essaye de l'amener avec soi dans une certaine direction. Deuxième, on vous a mis quelques petites images illustrant plus ou moins des relations de guide ou de maître à apprenti. Voilà, tout ce qu'on peut mettre derrière cette idée d'une attitude autoritaire. De l'autre côté, le converse en quelque sorte, ce serait l'attitude dominante, qu'on a définie comme suit. Vous êtes sûr de votre supériorité et vous ne vous souciez pas du tout des préférences de l'autre. Tout dans votre attitude fait sentir à l'autre qu'il doit vous suivre ou vous obéir et qu'il n'est pas en mesure de vous contester. Vous n'hésitez pas à le lui rappeler fermement s'il ne semble pas vous témoigner le respect qui vous est dû. Donc là, c'est le côté plus tyrannique de la relation hiérarchique. On est le chef et ce que pense l'autre, on en a à peu près rien à faire. Encore 2 images censées illustrer ces relations de domination brutale, on va dire. Dédaigneux. Vous êtes indifférent à l'autre, plus encore, vous voulez marquer votre distance et bien lui faire sentir que vous et lui n'êtes vraiment pas du même monde. Donc là, c'est assez neutre en ce qui concerne la relation hiérarchique. L'essentiel, c'est vraiment, pour les musiciens, ça va être vraiment de faire comprendre à l'autre qu'ils appartiennent à de corps étrangers, de groupes étrangers, qui sont vraiment pas du même monde. Encore une fois, on vous a mis, voilà, par exemple, la femme qui détourne ostensiblement le regard. Voilà. Vraiment faire sentir à l'autre que on n'est pas dans la même sphère que lui. Conciliant. Bien que chacun d'entre vous ait ses propres préférences et que vous ne soyez pas d'accord sur tout, vous êtes plein de bonne volonté à l'égard de l'autre. Vous n'hésitez pas à faire un pas vers lui dans l'espoir que lui aussi fasse un pas vers vous, dans une optique d'égalité et de réciprocité. C'est l'idée de 2 individus sur un pied d'égalité, 2 égaux, qui dialoguent et qui essayent de faire quelque chose ensemble, qui va marcher. Qui ont vraiment l'idée de faire quelque chose ensemble, mais sans relation hiérarchique entre les deux. Vraiment avec l'idée que les deux sont sur un pied d'égalité, encore une fois. Voilà. Prévenant, vous êtes à l'écoute des moindres souhaits et désirs de l'autre, vous tentez même de les devancer, vous savez vous faire oublier, tout en donnant à l'autre l'impression que tout est fait pour lui faciliter la tâche. Donc là, on est vraiment dans une relation de subordination où on est au service, absolument, de l'autre individu. Voilà. Et dernière attitude, si je ne me trompe pas, insolent. Vous êtes subordonné à l'autre, mais vous ne le respectez pas. Vous tentez donc de miner sa légitimité par un comportement irrévérencieux, provocateur ou ironique. Donc là, c'est le converse de prévenant. Cette même relation de subordination, mais cette fois, plutôt que de tout faire pour faciliter la vie de l'autre, anticiper ses moindres désirs, là c'est l'inverse. On est certes son subordonné, mais on est plutôt là quand même pour lui mettre des bâtons dans les roues, si possible. Voilà. Voilà les 6 attitudes réorganisées sur ces 2 axes que je vous ai décrits précédemment. Donc pour chacune des improvisations que vous allez entendre, vous allez devoir essayer de deviner quelle était l'attitude incarnée ou exprimée
par le musicien, ce qui était plutôt insolent, ce qui était plutôt prévenant, autoritaire. Et je crois aussi que vous devez non seulement deviner, mais à nous indiquer quel est votre degré de certitude. Vous êtes vraiment sûr de votre coup, vous répondez complètement au pif, hein, vous avez un petit diagramme qui vous permet en gros de nous dire à quel point vous êtes sûr de votre jugement. Voilà, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il va y avoir 20 improvisations, courtes, 30 secondes, 40 secondes, quelque chose comme ça. Voilà, à chaque fois une attitude parmi 6. Oui, bon là on rentre dans les trucs très... Pardon, donc il y a un questionnaire, enfin un formulaire de consentement que vous pouvez remplir après l'expérience ou avant. Vas-y, vas-y. Est-ce que tout le monde a un questionnaire si vous voulez participer? Tout le monde en a? C'est le moment de lever la main en fait, oui. Si vous n'en avez pas. On a des stylos aussi si vous n'en avez pas. Les stylos sont inclus, vous pouvez repartir avec. C'est le cadeau prime. C'est ça. Oui, il y a un peu de paperasse. C'est vrai qu'on est obligé de vous demander votre autorisation officielle en première page. Si je vais très très vite, tout ça est anonyme. C'est-à-dire que là, vous mettez votre nom, mais ensuite on enlève la page. Et après, il y a vos données. Donc vos données ne sont pas conservées avec votre nom. On a vos données, mais vous nous avez donné l'autorisation. Il y a 2 questionnaires dont on a besoin. Vous pouvez les remplir maintenant ou peut-être après si vous ne l'avez pas déjà fait. On va se concentrer sur les réponses. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit là, c'est qu'il ne s'agit pas de répondre à voix haute au fur et à mesure. On ne va pas vous donner la réponse. En fait, moi, je ne l'ai pas, la réponse d'ailleurs, c'est en aveugle là complètement. Ouais. On ne va pas vous donner la réponse au fur et à mesure. C'est vraiment un vrai jeu où à la fin, on va pouvoir calculer un peu à quel point est-ce que c'est facile pour le public, à quel point est-ce que c'est même facile pour les musiciens. Donc, il n'y aura pas la réponse au fur et à mesure. Ouais. Par contre, on a des choses à vous montrer après, vous inquiétez pas. Hein, on pourra débriefer quand même. Mais donc vous esclaffez pas, c'est dominant, j'en suis sûr, au milieu, c'est pas le but. En fait, même essayer de ne pas copier sur les voisins et de faire ça individuellement. Encore une fois, c'est anonyme, donc il n'y a pas de... J'allais dire, c'est pas grave. C'est peut-être très dur, c'est peut-être très facile, on ne l'a jamais fait, c'est de la science, ça s'appelle. Donc c'est, voilà, bienvenue dans la recherche. Bon courage aussi aux musiciens. Ouais. Ouais, je crois que là, c'est... Donc, on a voulu un peu mettre en scène le côté un peu voilà, performance. C'est pour ça que 20 improvisations, c'est pas une mince affaire. Ils vont enchaîner 20 duos. Donc, on a voulu aussi vous montrer à quel point... Ouais, ça va faire 10 minutes de musique, mais on a voulu montrer que c'est des super musiciens que vous aviez ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Donc, c'est très important, à chaque fois, il y a 2 choses. De savoir qui exprime. Parce qu'évidemment, on vous demande quelle est l'attitude d'une personne sur l'autre. Donc, si vous répondez l'attitude de l'autre, vous êtes à l'envers. Donc c'est important de vous souvenir de ça, et c'est important de ne pas vous mélanger les pinceaux dans les numéros des extraits, parce que si on se décale de 1, on est cuit jusqu'à la fin. Parce que nous, on ne saura pas à quoi vous a répondu. Donc je sais pas, donc, je devrais passer en bikini comme ça, avec un numéro 1, un numéro 2. Là, on fait le premier extrait. Donc la première improvisation, ça va être Louis, la deuxième Gianni, troisième Louis, quatrième, etc. D'accord, bon, on alterne. Le truc important, c'est que c'est Louis qui commence. Après, je pense que vous allez pouvoir suivre. Donc, quelle est l'attitude exprimée par Louis hein, à Gianni? À Gianni. Truc que je n'ai pas dit, que je vous signale pour que vous le sachiez avant que ça commence. C'est stress en fait. On pense à tous les trucs qu'on ne vous a pas dit. Oui, c'est normal. Nous aussi, on l'a pas répété cette expérience. Hein, donc voilà, c'est une première. Donc oui, une information que je ne vous ai pas dite, c'est que c'est toujours le musicien qui n'a pas à exprimer qui va commencer. Donc, par exemple, là, c'est Louis qui va avoir à exprimer une attitude. C'est Gianni qui va commencer la musique. Ensuite, ce sera Gianni d'exprimer une attitude. C'est Louis. L'idée, c'était en gros que l'autre musicien est vraiment improvisé. Parce que l'autre musicien va faire quelque chose, il ne sait pas du tout quoi. Et lui devra réagir en fonction de l'attitude qu'il avait exprimée. Donc, c'est Gianni qui va commencer à jouer, du coup. Et Louis va essayer, avec la musique que va faire Gianni, d'exprimer une certaine attitude. On ne sait pas laquelle, nous non plus. C'est clair ou j'ai rajouté de la confusion inutilement là? Non. C'est important parce que du coup on peut se dire pourquoi il commence. Ouais, voilà. Donc c'est toujours celui qui n'exprime pas qui commence. Okay. Messieurs. Du coup tu tires, tu l'as.
J'en remets une petite couche. La question est donc, parmi ces 6 attitudes, laquelle était celle, d'après vous, exprimée par Louis à Gianni? Et puis de 1 à 4, à quel point est-ce que vous êtes sûr de votre choix? Vous pouvez entourer la réponse, par exemple, ou la cocher sur le cercle. Tenter d'aller m'asseoir aussi, après tout. Tu fais monsieur le loyal. Exprimé, d'accord. C'est Gianni qui exprime une attitude. Oui, 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 c'est à toi. Est-ce que... Donc c'est Louis qui va exprimer. Il faut bien qu'ils marquent eux ce qu'ils ont exprimé, mais je ne sais pas si vous le faites.
extrait 6, quelle est l'attitude qui va être exprimée par Gianni? Extrait 7, que dit la trompette? Extrait 8. Extrait 8. C'est Gianni. la guitare qui exprime.
Ouais, c'est à toi, lui. On va les faire parler. La dernière, ouais. On fait voter à main le fait de la dernière. Oui, bien sûr. On arrive à l'extrait 10. C'est bon pour tout le monde? Personne n'est à l'extrait 14? Donc c'est qu'est-ce qui va être exprimé par Gianni dans l'improvisation qui va suivre.
Extrait 12, exprimé par Gianni. Extrait 13, Louis.
Oui, extrait 16. Je suis parfait. Exprimé par la guitare. Tout à fait. Bravo. Plus que 3 extraits pour vous Du refaire. monde, Nous sommes à l'extrait 18, exprimé par la guitare.
C'est notre dernier morceau. Ouais. Ça va? C'est vous? Ouais. C'est un peu éprouvant. Micro, ouais. Bah ouais, vous nous dites un peu... tiens, j'ai les micros. Je sais pas si ça marche. Allô, ouais, si Ouais. ça marche. Quelles non, sont vos impressions? C'était bizarre? C'était... c'est assez loin de la musique, quoi. Mais ça reste de la musique. Mais c'est assez fatigant parce qu'il faut renouveler Ouais. En fait, c'est surtout pas forcément de trouver quelle est l'attitude, mais surtout de trouver des nouvelles idées, on va dire, musicales. Ouais. Pas forcément pour les illustrer, mais ne serait-ce que de commencer, en fait. Ouais. Commencer quand l'autre doit trouver, enfin, quand justement on doit trouver, c'est de commencer par quoi commencer, en fait, parce que c'est quand même compliqué de comment commencer de la musique à partir de rien, alors que ça fait 18 morceaux, qu'on fait des morceaux de 20 secondes. C'est un exercice très rare en musique. Faire des 18 Ouais, morceaux. je crois qu'on est de l'ordre de la performance dans ce que vous avez fait là. Voilà. C'était assez impressionnant malgré tout. Et c'est surtout ça qui est assez la dimension de étonnant. renouvellement que vous avez réussi à Bon, on donner. essaye aussi de garder quand même un aspect musical. Est-ce que le... Tiens, sinon on va échanger. Je vais te donner un micro qui marche. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah merde. Non, c'est assez artificiel quand même, parce que c'est vrai que parfois dans la musique, on pourrait avoir des attitudes qui se rapprochent de très très loin de ce genre de caractère qu'on nous demande d'incarner là, mais jamais de façon aussi Littéral, littérale. Ouais. Et puis c'est vrai que là, bon, je pense qu'on a cherché à bien réaliser, la tâche. on a cherché à être conciliant en fait, avec Ouais, c'est ça. parce qu'on aurait pu avoir une attitude beaucoup plus dédaigneuse vis-à-vis de ce qu'on nous demandait de la consigne. Ouais, ça on peut dire que vous avez joué le jeu, ça. Voilà. C'est sympa. Et parfois, oui, c'est vraiment pas évident de trouver le. Ouais. Puis en fait, il y a quand même un truc, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre va proposer comme matériau musical, et parfois c'est très difficile de De faire l'attitude ouais, avec le matériau avec qui le était matériau proposé. musical de. Non, En fait, ça dépend vraiment de la personne qui démarre la musique. Si par exemple, imaginons lui, il tire une carte autoritaire, et moi, ou dominant, enfin un caractère de supériorité. Moi, je commence avec quelque chose de très fort. Bah, du coup, vite, il va essayer de. Alors peut-être la stratégie, ça serait de jouer moins fort justement, de faire quelque chose en décalage, quoi. Mais comment arriver à tirer l'autre vers son idée quand on joue moins fort, enfin quand on est celui qui impulse l'idée, alors que, enfin, c'est ça qui est pas facile à réaliser. Je pense qu'en s'entraînant, si on s'entraîne avec Jenny, si on se voit souvent, tout ça pour faire des trucs comme ça, c'est possible qu'on arrive à s'améliorer. Un En jour. fait. Ça nécessite, comme toute forme de musique, du travail, hein, et de la répétition. Et il y a une dernière chose aussi qui est assez marrante, c'est que celui qui commence, donc il n'est pas au courant du caractère que va incarner l'autre, il a aussi les mêmes attitudes possibles en fait Oui. pour jouer. C'est-à-dire, il peut très bien, si je commence et que je sens que Louis incarne un caractère autoritaire, je peux très bien jouer le jeu et essayer de le rejoindre dans la musique, et du coup ça le piège un petit peu, quoi. Donc Exactement. on s'est un peu amusé à ça par moment, Oui. et du coup je pense que ça crée encore plus de complexité. Ouais. Il aurait peut-être fallu poser au préalable des
Ouais, des attitudes à respecter chez celui qui commence et qui est du coup un peu indifférent à ce qui se passe, mais comme on a quand même envie de faire de la musique, Eh oui, par c'est- moment on se rejoint. C'est l'idée, hein, c'est Ouais, d'essayer de c'est- faire c'est que- de la musique, ouais. mais je crois que vous nous On avez essaie vraiment aussi, donné à entendre de la vraie musique malgré tout. Hein. Ils sont beaux ces duos, ils étaient très beaux. Ah ouais, c'est pas mal. On fera un beau disque. On va faire un disque 20 duos psychologiques pour trompette et guitare. Et bah ouais, voilà. T'imagines le nombre d'opus Pièce formidables. pédagogique pour étudiants. Ouais, c'est un bon exercice amusant. Peut-être une question juste sur quand vous aviez à décoder, donc quand c'était pas vous qui exprimez, quand vous aviez à décoder, est-ce que vous avez utilisé des stratégies de jeu pour essayer de mieux comprendre la consigne de l'autre? Oui, je crois. Ouais. Je crois. Bah, le plus simple, après, je sais pas, c'est parfois de s'arrêter en fait. De voir qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête. Ouais. Déjà, quelqu'un qui a une attitude prévenante, quand on s'arrête, bah, il va faire en sorte que. Ou alors il va s'arrêter. Donc, il y a toujours, en fait, l'attitude la plus claire, j'ai l'impression, c'est toujours l'opposition et le mimétisme, on va dire. Ouais. C'est vraiment les deux. C'est quand même deux attitudes clairement identifiables en improvisation aussi, parce que c'est des termes dont on parle quand on improvise de la musique. Tu dis, bah, par exemple, là, j'ai copié ce que tu faisais, j'ai essayé d'améliorer, de copier ton son, de faire quelque chose, de le grossir, ou alors de faire quelque chose complètement en opposition, ou alors, il y a eu des exemples un peu très concrets, mais dans ce qu'on a fait, mais quand Gianni qui orchestrait, enfin qui harmonisait, c'est-à-dire qu'il faisait des accords, moi je faisais des notes, il faisait des accords pour faire en sorte que les notes que je joue soient belles, ce qui n'est pas forcément la capacité que j'ai à la trompette, mais ça vient aussi de son instrument. Je pense qu'après c'est... Et il y a quand même une chose moi qui m'a un petit peu posé problème, c'est que dans la musique qu'on pratique, Louis et moi, dans l'improvisation libre, en fait il y a très peu de notion de hiérarchie. En fait, si on a choisi de faire cette musique-là, c'est aussi qu'on s'oppose en général à ces notions de hiérarchie et on a envie de faire du son ensemble, en opposition par exemple à un orchestre classique qui est très hiérarchisé entre le chef d'orchestre, le premier violon, le hautbois, le timbalier, qui sont un peu la structure hiérarchique de l'orchestre, et puis les musiciens de pupitre qui suivent le chef d'attaque. Dans l'improvisation libre, on a quelque chose qui s'oppose à ça, politiquement, je veux dire, au niveau des relations sociales dans un groupe de musique, quoi. Donc ça m'a posé un peu problème en fait de trouver des façons de jouer ce rôle-là. Ouais. Ok, bah encore un immense merci. Je suis très impressionné pour ma part par l'exercice que vous avez réalisé. Bravo. Peut-être tu voulais dire quelques mots de conclusion. On avait envie t'avais avec une petite Louise idée, là allez. de voir, vous vous souvenez, bah, en tout cas vous l'avez marqué, juste de faire un compte à main levée, peut-être du dernier morceau, juste pour avoir une idée si vraiment on a 6 attitudes, on a 5 de chaque et personne n'a le même avis, ou si juste à main levée peut-être, ou je fais quoi, je compte. Dernier Facile, morceau, en fait, ah oui, l'exercice. d'accord. Le Le morceau 20, juste pour voir ce que vous avez répondu, voir si vous vous souvenez de ce que vous avez fait en dernier. Je sais pas. Allez, allons-y, je fais le tour. Dominant. Qui a dit dominant? 1. C'est anonyme, on a dit. Donc tous les anonymes du 3e rang. Non, je compte. Dédaigneux. C'est assez radical comme opinion quand même. Insolent. 3. Autoritaire. 1. Conciliant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Et prévenant. Du monde aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Il y avait Louis. Ah oui, excuse-moi, Louis, je t'ai là, pas dit. 16. Je t'ai pas compté avant. Hein, mais ouais. Bah oui, mais du coup, t'as pas levé la main avant. Bah ça faut demander à Gianni. Il n'y a que toi qui sais, c'est Il n'y a vrai. vraiment que lui qui sait. Bravo. Ouais, il était... De l'intérieur, prévenant, c'est sans doute le plus facile. Même parce que conciliant, il y a la notion d'indépendance. Et dans la musique, on ressent assez rapidement quand quelqu'un joue avec vous, mais tout en gardant une indépendance. C'est-à-dire qu'il propose, il a une force de proposition. Ouais. Alors que quelqu'un de prévenant, c'est
plutôt. D'ailleurs, quelqu'un de prévenant en musique, de jouer avec quelqu'un de prévenant, en général, c'est assez ennuyeux. Il vaut mieux jouer avec quelqu'un de conciliant que quelqu'un de prévenant. Selon la définition du... Ouais. Enfin, personnellement, je préfère jouer avec quelqu'un de conciliant. Parce qu'il a une force de proposition, alors que quelqu'un de prévenant, c'est un mou, quoi. Ouais, Une sorte de mou. Exact. Suiveur, c'est insupportable, en fait. Au bout de... Pour 20 secondes, ça va, mais quand ça dure 30 minutes, c'est dur. Très dur. C'est déjà arrivé à tout le monde, enfin, tous les musiciens qui improvisent. C'est le cauchemar de l'improvisateur. Bon, non, mais on est. Alors, on va évidemment pas avoir le temps de débriefer tout. Comment dire je trouve pas le mot, enfin de compter un peu. On voulait vous donner quelques éléments là-dessus. En fait, pourquoi on fait ça? Tu as dit une phrase tout à l'heure qui était bien, qui était de l'intérieur, c'est très facile, prévenant, parce que nous, quand on joue, machin, c'est une des questions qu'on se posait aussi. Est-ce que c'est plus facile de l'intérieur ou de l'extérieur? Parce que finalement, le musicien qui décode là, il n'a pas forcément plus d'informations que vous. Bon, on peut regarder qu'il y a un niveau musical équivalent, je ne sais pas, mais imaginons, tu as ton double dans la salle, Louis ou Gianni. Est-ce que vous auriez plus de mal dans la salle qu'en participant? C'est une question qu'on se posait et qu'on va pouvoir regarder avec vos réponses. On ne va pas pouvoir débriefer vos réponses, mais on a déjà fait cette expérience dans un contexte un peu moins intéressant, un peu moins marrant, un peu plus contrôlé en laboratoire. On a publié un article l'année dernière avec Clément, c'est pas pour montrer l'article, c'est pour dire que si ça vous intéresse, on a une URL, lacrim.ircam.fr, c'est notre labo et tout est en accès libre là-dessus. Si vous voulez en lire un peu plus, disons que ce que scientifiquement on fait de ça, tout est là. Je peux vous crime comme Eric Clapton et .ircam.fr. On a fait ça en cabine séparée, en fait, pour que les musiciens ne se voient pas, ce qui n'était pas votre cas là. Donc on donnait la consigne à un, on avait des partitions comme ça, l'autre était dans une autre cabine, s'entendait au casque, mais sans voir l'autre. Un peu le même genre de questionnaire. Rapidement, une première donnée qu'on a vue, c'est que les musiciens arrivaient très bien à se décoder. C'est-à-dire que ça, c'est des musiciens qui, en studio, doivent se reconnaître. Et par exemple, alors les noms sont un peu différents, mais l'attitude autoritaire, par exemple, a été fait 20 fois, a été reconnue 14 fois sur 20 par des duos de musiciens. Donc bon, 14 sur 20, c'est quand même pas mal de ce qu'on parle. Conciliant 12 fois sur 20. On s'attendrait, et conciliant, que ça peut être difficile, en fait, visiblement, pour des collègues à vous. Vous n'aviez pas fait partie de cette expérience à l'époque, mais on voit qu'il y en a qui marchent moins bien. Effronté, insolent, c'était ce qu'on appelait insolent, il est à 9 sur 20, il est plus difficile. Prévenant, 16 sur 20, c'est le score quasiment que ce qu'on a là tout à l'heure. Donc on avait regardé un peu tout ça. C'était beaucoup plus facile ici que là, parce que là, ils n'avaient que 5 attitudes à faire. Là, vous en avez eu 20, vous ne saviez pas... Là, une fois qu'insolent était fait, vous saviez que ça ne revenait plus. Tandis que vous auriez pu l'avoir 10 fois de suite, en fait. Donc, c'était plus difficile pour vous, on l'a fait pour ça. Ça, c'était les musiciens. Ça, maintenant, c'est des gens, des auditeurs comme vous. Alors, on a des scores en pourcentage aussi, des attitudes dominants, dédaigneux, conciliants, caring, c'est prévenant, tout ça est en anglais. On voit que pour un public de musiciens, on avait une grosse différence si vous avez une expertise musicale ou pas. C'est-à-dire si on regarde la globalité, il y a un bonus de quasiment 20% de précision à décoder ça, si vous êtes musicien, si vous avez eu une formation de musicien, que si vous ne l'avez pas eu. Dans ces données-là, on fait un truc vraiment différent, vous les avez en face de vous, il y en a plus. Il est possible que ce soit plus facile pour tout le monde. En fait, on ne sait pas, on va vraiment essayer d'interpréter ça. Je vais aller vite, mais on a trouvé deux choses alors qui vont peut-être vous évoquer des choses, vous qui avez fait l'exercice, qui sont certainement un peu réductrices par rapport à tout le vocabulaire que vous avez, vous, quand vous faites cette tâche. On a regardé lequel des deux musiciens joue avant l'autre. Qui est leader et qui est follower. Ça, en faisant de l'analyse de son, on peut le calculer. S'il y a même des physiciens dans la salle, on peut faire de la causalité de Granger, si ça vous dit quelque chose. On fait des modèles autorégressifs sur la... C'est le moment où je me lâche. Des modèles autorégressifs sur la séquence temporelle des valeurs de RMS, en fait, de l'énergie. Et on regarde, en fait, si on arrive à prédire le futur d'un des musiciens en prenant en compte le passé de l'autre. Si le passé de l'autre aide à prédire le futur du deuxième ou pas. Ce qu'on appelle la causalité de Granger. Il y a un mec qui a eu un prix Nobel avec ça. Granger. Et si on regarde ça, on se rend compte qu'en fait, là par exemple, c'est un extrait d'une improvisation que je ne vais pas vous jouer, mais vous voyez que le musicien en gris foncé, il commence toujours avant celui en gris clair. Et ça c'est pas une partition, c'est de l'impro libre. Donc ils ont négocié leur rôle comme ça, et il se trouve que cette personne-là, en gris foncé, avait la consigne autoritaire à faire. Donc on s'est rendu compte assez systématiquement, quand on essaye ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus lequel de vous deux, que quand on est dans des positions hiérarchiquement supérieures, il faut qu'on force l'autre à suivre.
Et c'est pas évident, en fait, ce truc-là. Suivre l'autre, c'est facile, tu fais quelque chose, je fais la même chose, mais se débrouiller pour que l'autre nous suive, c'est compliqué, on s'en rend compte. On avait regardé ça sur tous nos extraits, on voit que par exemple les attitudes très dominantes, elles avaient beaucoup de cette causalité-là, disons, forte de l'un à l'autre. Alors que les attitudes dédaigneuses, par exemple, n'avaient pas du tout de causalité. C'est-à-dire je ne réagis pas du tout à ce que fait l'autre. C'est ma façon de faire le dédain. Je ne veux pas rentrer dans les détails, encore une fois, c'est peut-être un peu forcer des nombres sur le truc, c'est juste pour vous montrer un peu méthodologiquement qu'on peut quantifier ces trucs-là et on peut faire, entre guillemets, on peut faire de la science là-dessus. On peut essayer de comprendre qu'est-ce que les musiciens font quand on en fait passer plein. Vous avez votre individualité, il ne s'agit pas de comprendre quel est votre style et comment vous faites ça, mais si on fait passer 40 musiciens comme vous, il y a peut-être des constantes, il y a peut-être des choses qui touchent un peu à l'universel de comment on s'exprime par le son. Et c'est un peu ça qu'on avait essayé de faire dans cet article avec Clément. Je passe rapidement là-dessus, puisqu'on a un peu dépassé le temps en fait, mais bon, c'était pour la bonne cause. Je crois que le message qu'on avait là, c'est que c'était une proposition en fait, et je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait, chacun en a fait son expérience au sens propre, de savoir si on peut entendre la musique comme la trace sonore de relations sociales. Si finalement, quand on entend une interaction comme ça, est-ce que ce qu'on entend, c'est pas de l'interaction sociale, exactement comme on verrait un couple de danseurs où on se dit bah, tiens, celui-là mène, celui mène pas, tiens, celui-là a un peu mal à la jambe, celui-là traîne. Quand on voit deux personnes qui se rencontrent dans la rue en disant bah, tiens, lui est plutôt visiblement dominant, mais l'autre n'a pas envie de rentrer. Voilà. Moi, j'ai eu un peu, en tout cas, on a forcé un peu cet exercice, mais je crois que c'est un peu une de nos façons de voir la musique aussi. Alors, je ne sais pas si vous serez comme nous on est un peu perturbés maintenant. C'est difficile d'écouter la musique de la même façon qu'avant. On vous a peut-être perturbé un peu, hein, je ne sais pas, ça dure. Au bout de 6 ans, ça s'arrête. Et l'autre message, ça c'est un peu le message sur le fond, je crois, qui est assez juste. Il y a un message méthodologique aussi, c'est une citation d'un musicologue anglais assez génial, il s'appelle Nicholas Cook, dont je crois qu'on est tous à recommander la lecture. Mais il y a des phrases là, bon, je peux le faire, enfin, l'idée que la musique, un instrument d'une sensibilité vraiment sans pareil pour exprimer des relations interpersonnelles et sociales. Il a dit pour disclosing socialities, très beau, pour révéler des socialités dans un groupe, un moyen de sonifier les socialités. C'est le son de l'interaction sociale, c'est d'ailleurs le titre de notre conférence. Et il y a quelque chose que méthodologiquement je trouve très beau, qui est qu'à la fois la musique, en fait, nous donne un laboratoire dans lequel on peut étudier cette façon de faire de la socialité avec le son. C'est-à-dire qu'on peut étudier la mère qui chante à l'enfant ou le babil de l'enfant ou comment on interagit en mouvement, je hoche la tête, vous êtes d'accord avec moi, vous allez hocher. On peut étudier toutes ces interactions non verbales, c'est très important, c'est ce qui fait la richesse de notre humanité en fait. Et la musique, pour étudier ça, est sans doute un très beau laboratoire, parce qu'on voit la richesse de votre vocabulaire, la flexibilité de vos comportements dans cette tâche. Et nous, en tout cas, de notre point de vue scientifique, à la fois en informatique, en musicologie, en psychologie, on se nourrit vraiment de ça pour essayer de comprendre comment on communique au sens large, nous, espèces humaines. Voilà, j'espère qu'on vous aura intéressé et amusé un petit peu. Je vous remercie beaucoup au nom de tout le monde de votre attention. Un énorme merci et je pense qu'on peut quand même remettre une tournée d'applaudissements.